Bonjour, Ismail Charkaoui, Badvisor en ligne. Merci beaucoup en tout cas de vous joindre à nous. Il est 10h59. Nous n'allons pas tarder à démarrer. Bonjour Guillaume. Bonjour Ismaël, merci. Guillaume Yvon, donc moi je suis responsable des opérations IT chez Engie. On va te présenter de nouveau quand on va démarrer la session. Mais bon, on démarre toujours en avance. Il y a déjà pas mal de participants. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut nous dire si on nous entend bien, s'il vous plaît? Et C'est après, à dommage. 11h, ouais, c'est vrai que ça, c'est on parle et que personne ne nous entend. Très bien, merci beaucoup Flore, merci beaucoup Fabien. Très bien, ben, on va pouvoir démarrer déjà en préambule. Donc on va encore une fois vous remercier d'être présent aujourd'hui. C'est toujours un plaisir les webinaires Badvisor et aujourd'hui on a le privilège d'échanger avec Guillaume Yvon qu'on représentera sur un sujet qui est important, qui est le move to cloud et le cloud de manière générale. Pourquoi? C'est vrai qu'on a vu un énorme buzz autour de l'intelligence artificielle générative ces derniers mois. Mais comme le dit le titre du webinaire, en résumé, no cloud, no AI. Donc, il y a un enabler de l'intelligence artificielle qui est le cloud, qui est un enabler qui est évident, qui est aujourd'hui un sujet stratégique pour de nombreuses DSI. Et le retour d'expérience dans l'ensemble des partenaires qu'on côtoie, des clients, des organisations qu'on peut rencontrer, on s'était rendu compte que NJ était assez avancé, que Guillaume en plus a un gros background sur la partie Move to Cloud. Et donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a voulu organiser ce webinaire aujourd'hui. Il y a dans les participants des gens qui nous connaissent, il y a dans les participants des gens qui ne nous connaissent pas. C'est pour ça qu'on va prendre 5 minutes pour présenter la société Hub Ensuite, on va présenter Guillaume et après, l'agenda et le déroulé de l'événement est le suivant. Il y aura une présentation qu'on va vous dérouler et durant laquelle Guillaume exposera les raisons du Move to Cloud, notamment de NJ et les best practices. Et n'hésitez pas à participer, hein, à être le plus participatif possible. Nous, on n'hésite pas non plus à interrompre toujours notre invité pour lui poser les bonnes questions. Donc, l'idée, c'est que ça soit le plus interactif possible, qu'il y ait de l'échange, du partage. Donc, c'est la façon dont on opère chez HubAdvisor. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais tout de suite partager une, euh, une présentation et on va démarrer. Très bien. Donc, quelques mots sur HubAdvisor pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, HubAdvisor, notre mission est assez simple. Elle est de rendre l'expertise IT et digitale accessible pour permettre aux dirigeants d'entreprise de transformer leur organisation. C'est ça le modèle HubAdvisor. Donc, l'histoire, les deux fondateurs de HubAdvisor sont issus du monde du conseil. Donc, mon associé Samir Bouli, qui lui est un ancien de Wavestone. Pour ma part, je suis un ancien de Gartner. Et c'est vrai qu'on avait observé chez nos clients la volonté de challenger leur stratégie, de challenger leur vision avec des sachants et notamment des personnes qui avaient été dans leurs chaussures, des gens qui avaient du vécu, de l'expérience et qui pouvaient tout simplement les orienter, leur donner des best practices par rapport aux décisions qu'ils allaient prendre. Ça, c'est la mission de Hub Advisor, permettre à ces dirigeants d'entreprise d'échanger, d'avoir des sparring partners, d'être coachés parfois même par des cadres de l'IT, du digital. C'est ça le métier de Hub Advisor. On a des belles références aujourd'hui, comme Engie, comme Procter Hydraulics, comme Institut Pasteur, comme le groupe CIC. Et on répond à 4 enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est la conduite du changement. On rencontre beaucoup de DSI qui nous disent, nous, ce qu'on essaye de mettre en place par rapport à l'IT, au digital, au cloud, notamment à l'intelligence artificielle, c'est lever les barrières sociales, lever les barrières culturelles à l'adoption du digital en interne. Le deuxième sujet, c'est l'operating model. Beaucoup de dirigeants IT nous disent qu'ils doivent transformer leur organisation, passer en mode agile, mais at scale, embarquer les métiers, faire monter en compétences les équipes. Bref, il y a un énorme sujet autour de l'operating model de la DSI que l'on couvre. Contribuer à la valeur métier, je ne reviens pas dessus, c'est quand même la fonction de la DSI, pas être uniquement fonction support, mais avoir un impact business pour l'organisation. Et aussi construire un SI performant, qui soit scalable, robuste, fiable, agile et de prendre les bonnes décisions technologiques. Donc ça, c'est Hub Advisor. On a 4 produits. On a un produit qu'on appelle Awareness. Donc Awareness, c'est un programme d'acculturation digitale destiné au cadre clé de l'organisation. Donc là, c'est vraiment par rapport à la conduite du changement. C'est arriver à rassurer, à embarquer le métier sur les sujets autour de l'innovation data IA notamment.
On a un deuxième produit qu'on appelle Upskilling. Là, ce sont des programmes de formation pour les équipes IT, data, tech, de manière générale. On a un troisième produit qu'on appelle Excellence, c'est le produit historique de Hub Advisor. Donc, c'est le produit, c'est comme ça qu'on a rencontré Guillaume. Guillaume est un de nos clients et c'est un produit qui donne la possibilité aux dirigeants IT d'échanger avec des experts à travers des consultations de 60 minutes sur les thématiques qui vont les occuper, sur des thématiques à la fois technologiques et des thématiques business et des thématiques d'organisation. Et enfin, on a un dernier produit qu'on appelle Delivery. Là, c'est pour des clients qui veulent tout simplement délivrer des projets IT, délivrer des projets data et qui ont besoin de pilotes. Et là, on a un groupe d'intervenants de haut niveau qui peut tout simplement accompagner les clients, mais beaucoup plus de manière opérationnelle cette fois-ci. Et on va finir par quelques exemples de profils. Donc, nous, on a des intervenants qui interviennent sur la partie métier. Donc, on a notamment l'ancien CMO de Renault, on a l'ancien CDO de Waptec, passé par notamment Alstom aussi. On a l'ancienne CMO de Nestlé Waters. Donc, ça, c'est pour les problématiques business, mais qui sont toujours connectées aux sujets digitaux, forcément. On a aussi l'ancien patron de Renault Digital, Sergio Cos, qui fait partie de notre réseau d'intervenants. On a Sol Rachidi, c'est l'ancienne Chief Data Officer d'Estée Lauder, de Merck, de Sony. On a Malek Kelaf, c'est l'ancien CEO France de British Telecom. Ou bien sur la partie IT pure, bah, on a des personnes qui ont travaillé notamment chez Forestia, l'ancien CISO de Forestia, l'ancien CISO de Thales, sur la partie cybersécurité, ou l'ancien groupe CIO de PSA. Donc ça, c'est pour HubAdvisor. J'arrête le partage ici et on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va parler du sujet qui va tous nous intéresser aujourd'hui, donc no cloud, no AI. On commence par une petite présentation de Guillaume. Ouais, merci Ismaël, merci de m'avoir invité. En tout cas, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, moi j'utilise les services, si je reviens sur les services d'HubAdvisor, et en fait ils m'ont aidé et accompagné sur la partie organisation de mon équipe, sur la partie opération IT. Donc voilà, donc ça fait partie des advisors que j'ai eu, et donc je suis très content d'être là parce que voilà, parce qu'en tout cas c'est une relation et un partenariat qui marche très bien. Donc moi, je me présente rapidement. Donc Guillaume Yvon. Donc moi, je suis né, on va dire, dans le monde SAP. Moi, je travaille depuis dans l'IT depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, et je travaille sur des gros projets de transformation autour de l'ERP SAP. Donc j'ai commencé sur des petits périmètres, et les périmètres se sont, on va dire, élargis au fur et à mesure des expériences pour faire des gros projets de transformation, notamment la mise en place des SAP chez Veolia, des transformations SAP aussi chez EADS. Et là, donc dernièrement, j'ai intégré donc le groupe Engie, où j'avais repris une partie de transformation, notamment sur toujours les systèmes SAP, et ça a un petit peu évolué. Et donc j'ai intégré et opéré des stratégies Move to Cloud pour deux entités aujourd'hui, qui sont l'entité Store Engie, je vais vous en parler un petit peu, et l'entité où je suis aujourd'hui, qui est la DSI Engie Retail France. Sur Store Engie, la chance que j'ai eue, parce que c'était une vraie opportunité, c'était de pouvoir refaire une transformation et un move to cloud de zéro. C'est-à-dire de se dire, de partir d'un legacy, ou en tout cas d'un existant IT qui était un petit peu avec de l'obsolescence, avec des solutions technologiques un petit peu, on va dire, hors d'âge. Et l'idée, c'était de construire un schéma directeur, de pouvoir surtout le lancer, l'opérer et l'exécuter sur, en tout cas, toutes les années que j'ai passées chez Store Engie pour le faire. Et ensuite, côté, donc maintenant Engie France Retail, donc là j'ai repris un périmètre d'opération IT où il y a une très forte empreinte cloud. On a aujourd'hui à peu près 99% de notre système d'information qui est dans le cloud. On a un tout petit pourcentage qui est encore en legacy pour des problématiques, je vais vous en parler, hein, mais de capacité du cloud à pouvoir héberger la dernière application que j'ai chez moi, en tout cas en opération, et qui est un petit peu technologiquement un petit peu compliqué à migrer. Donc voilà, donc aujourd'hui, une grosse équipe cloud, 90 personnes, 4 équipes. On est en agile at scale. Tout ça, je vais vous en reparler. Voilà. Et donc l'idée, alors pourquoi le no cloud, no AI? Il faut quand même revenir un petit peu sur le sujet de la conférence, en tout cas de la présentation d'aujourd'hui. J'ai eu la chance de participer au reInvent AWS à Las Vegas l'année dernière. Donc c'est l'événement annuel Amazon où le patron d'AWS m'a fait parler que d'IA. On a eu la chance en tout cas moi j'ai eu la chance de rencontrer le patron de Nvidia, monde, hein, donc voilà, qui est venu sur scène présenter, on va dire, sa roadmap sur la partie création et fabrication des puces, notamment sur l'IA. Et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les plus gros acheteurs mondiaux en termes de puces,
pour pouvoir faire tourner notamment des modèles de LLM que tout le monde entend parler aujourd'hui, les plus gros acheteurs sont les cloud providers. Donc c'est Azure, Google, Amazon, ils achètent des puces pour effectivement remplir les data centers et fournir aux différents clients des services autour de l'IA. Et effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas, ou alors après, il faudra trouver des gens qui ont assez de budget, mais il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui, en tout cas en France, qui ait les capacités financières d'acheter des puces graphiques pour pouvoir faire tourner des modèles LLM, ou en tout cas des besoins métiers ou des besoins business qui justifient un investissement de cette taille, parce que ça coûte excessivement cher. Et c'est sûr que là, on va trouver tout l'intérêt du cloud, qui est de faire du pay-per-use, donc de payer à l'usage, payer à la minute. Et c'est sûr que pour pouvoir utiliser des modèles LLM et surtout avoir, on va dire, une optimisation financière, le cloud est vraiment l'objectif à atteindre. Et donc, c'est effectivement ce que je vais essayer de vous présenter là-dedans, c'est comment, en tout cas, atteindre ou déplacer ou migrer vers le cloud pour pouvoir utiliser les nouveaux services et notamment faire des POC ou en tout cas innover avec l'IA. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Guillaume, cette introduction. Et on parlera aussi de l'impact financier du cloud, parce que là, on vient de le soulever, et le financement, passer d'un mode OPEX à un mode CAPEX, qui est une transformation qui est parfois difficile à assimiler, et un sujet qu'on tentera d'évoquer. On est ambitieux, il y a beaucoup de questions à traiter en peu de temps, mais effectivement, après, on sera ouvert. Si vous avez d'autres questions, vous voulez aller plus loin, bien évidemment, à la fin du webinaire, on prend contact ensemble et puis on voit comment on peut apporter des réponses de manière pratique. Hop, on a basculé un petit peu sur le contexte. Maintenant, si on peut peut-être revenir aux origines. D'abord sur le besoin. Donc, tu l'as cité avec l'IA, avec NVIDIA notamment, et les cloud providers, la rencontre que tu as eue à la WS Summit. Mais est-ce qu'on peut revenir sur les raisons de l'adoption du cloud? Est-ce que c'est un combat de juste technophile, ou est-ce que ça répond à un impératif métier? Alors effectivement, le cloud, ça a été un choix, mais un choix business, il faut bien le comprendre. C'est vraiment le business qui est à l'origine, en tous les cas, de cette migration massive. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte, alors dans le monde de l'énergie, en plus, comme vous suivez l'actualité, c'est plus facile pour moi de vous expliquer le contexte. Public, c'est ça, il n'y a rien Le contexte actuel. Donc on a la partie offre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les fournisseurs d'énergie doivent être en capacité de déployer et de fournir aux clients des offres beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'avant, on était peut-être sur un time to market, sur des nouvelles offres sur entre 9 mois, 6 mois. Aujourd'hui, le métier, en tout cas, on doit être en capacité de sortir des nouvelles offres potentiellement en moins d'un mois. D'accord. Et donc, effectivement, on a une vraie contrainte, ou en tout cas une pression du marché qui fait qu'on doit pouvoir répondre, ou en tout cas proposer des nouveaux services à nos clients rapidement. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est effectivement d'avoir quand même un aspect technologique, mais pas IT. C'est un technologique, on va dire, lié au métier. Et donc là, on va reprendre, par exemple, tout ce qui va être maison connectée. Tout ce qui va être vous permettre aujourd'hui de suivre votre consommation à la minute ou à l'heure et de pouvoir vous donner des conseils, c'est-à-dire de dire, bah voilà, on voit votre consommation, on est capable d'estimer ce que vous faites. Et par exemple, on a vu que votre four, ben, il consomme énormément d'énergie. Et donc là, on va être, nous, en capacité, grâce à la technologie, de faire tourner des algorithmes et de pouvoir vous proposer de vous dire, bah, ce serait peut-être une bonne opportunité de changer votre four, changer votre frigidaire, ou on va détecter que vous avez une voiture électrique. Donc, on va vous proposer une offre spécifique en tout cas, de pouvoir recharger votre voiture avec un prix d'énergie préférentiel. Okay. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième, celui-là, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose, mais il est là, il est assez imposant en France en plus, c'est la réglementation. Donc, la réglementation de l'énergie, c'est quand même un monde assez particulier. On a en plus la partie RGPD qui s'est greffée dessus. On a eu, donc ça, vous l'avez suivi dans la presse, mais on a eu le bouclier tarifaire qui est arrivé, on a eu la prime des 100 €, la fin des tarifs réglementés de l'année dernière. Ça, c'est des gros sujets, c'est des sujets qu'on ne peut pas bypasser, on ne peut pas ne pas les faire. Donc, c'est obligatoire et on doit inscrire cette réglementation, ou en tout cas ces évolutions du système d'information, dans l'existant et dans tout le reste et dans les deux axes que je vous ai donnés. Donc, effectivement, on a besoin d'avoir une très forte vélocité dans notre système d'information, il doit être agile. Et voilà. Donc, en plus, on a un contexte business, ou en tout cas mondial, qui est très compliqué. On a eu l'Ukraine, on a la guerre en Ukraine, on a on va dire une tension au niveau du gaz chez Engie, en plus, on est directement touché, donc une tension au niveau du gaz qui est très forte. On a les augmentations de prix, voilà. Donc, on doit accompagner nos clients aussi dans ce contexte qui est quand même très incertain. Et c'est pour ça qu'on doit être force de proposition et d'être en capacité de s'adapter très vite. Je résume, merci, c'est hyper clair, Guillaume, en quelques mots donc.
C'est vitesse, si on résume. Ouais. Il faut aller vite, lancer des offres historiques, mais les lancer de plus en plus rapidement. C'est produit, l'axe produit, à savoir que le business de NJ est aujourd'hui un business digitalisé, donc on a besoin de nouvelles capacités technologiques. L'aspect réglementaire, c'est vrai qu'on oppose souvent réglementaire et cloud. J'aurais pensé que c'était potentiellement un frein à l'adoption du cloud, mais en fait, ce qu'on comprend, mais c'est dans votre contexte, c'est comme il y a une réglementation qui est compliquée, qu'il faut aller vite et qui est changeante, bah, il y a de l'incertitude et donc il faut être réactif. Et donc, toutes ces raisons font que le choix du cloud bah, s'est imposé pour NJ. Mais c'est lié véritablement au contexte business. C'est ça que. C'est ça. Et on le sent tout de suite. C'est-à-dire que quand on a Bruno Le Maire, par exemple, qui annonce le bouclier tarifaire aux 20h de TF1, Ouais, c'est faut, pour le mois prochain. C'est pas ok. pour dans un an, dans 2 ans. On est dans des time frames, en tout cas beaucoup plus courtes que ce qu'on pouvait avoir avant. Et donc, on a besoin de réagir très vite. Très clair. Merci beaucoup. Contexte IT aussi. On a parlé du contexte business pour le Move to Cloud. Donc, quand il y a tous ces ingrédients qui sont réunis, est-ce que c'est ce dont tu parlais chez StoreNG notamment? C'est J'ai ça, compris que c'était exactement. plutôt drivé par l'aspect IT, en fait, ce Move to Cloud-là. Est-ce qu'on peut en parler? Quand est-ce que un Move to Cloud peut faire sens d'un point de vue IT? Exactement. Donc Storengy, donc juste en termes de contexte, c'est le stockeur. En gros, c'est l'entreprise qui fait du stockage de gaz en sous-sol en France. Enfin, c'est on va dire l'industrie qui est majoritaire. Il y a 2 acteurs aujourd'hui, mais en tout cas le plus gros c'est Storengy. Le contexte, c'était effectivement quand je suis arrivé, on avait une obsolescence très forte en termes d'IT, donc des applications qui étaient obsolètes. Il y avait eu des choix technologiques assez compliqués, ou en tout cas des développements internes qui n'étaient plus maintenus. On avait perdu la connaissance. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des pertes de connaissances et donc on n'était pas en capacité de maintenir les applications. Donc ça, c'est sur cette partie-là. Une complexité en termes de paysage IT, c'est-à-dire énormément d'applications, des applications en double. Il faut le voir aussi dans les entreprises, hein, ça arrive, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé, c'est-à-dire qu'on avait enfin, 2 applications qui faisaient exactement la même chose pour Ok. 2 équipes différentes. Mais en fait, vu que les équipes ne se parlaient pas, ben, on avait donc un besoin métier, une application. Et derrière, donc ça, c'est ce que je vous mets, c'est que chaque application, évidemment, a une technologie différente. Et donc derrière, on doit avoir une équipe pour la maintenir. Et plus on a de technologie, plus ça coûte cher. Et donc là, on était sur des coûts opérationnels très importants. Sur la partie maintenance, beaucoup d'hébergements différents, ou en tout cas d'opérateurs IT. Il y a eu des infogérances qui avaient été faites un peu partout, du SaaS, des contrats de support, des contrats de maintenance, et donc effectivement derrière un coût de maintenance très fort. Ensuite, effectivement sur l'agilité, donc à partir du moment où on a une complexité telle, on a un manque d'évolution, et c'est sûr que quand on veut transformer et en tout cas aller plus vite et baisser les coûts de maintenance en cassant les silos, donc en essayant de faire discuter les équipes entre elles, bah, il fallait faire quelque chose. Très clair. Bah, c'est intéressant, je reviens vraiment dessus. Donc, Move to Cloud, le premier, il est drivé, entre guillemets, piloté ou demandé par le métier. Le deuxième, il y a de la dette technique, il faut moderniser le SI. Donc là, effectivement, le cloud, c'est la solution. Et des incidents, c'est vrai que j'en ai pas Ok, parlé encore, mais des d'accord. vrais problèmes opérationnels, parce que même mais c'est dans tous les Mm, contextes. C'est-à-dire que mm. quand je suis arrivé, on est sur de l'incidentologie très forte, c'est-à-dire des incidents quasiment tous les jours, avec des arrêts majeurs du système de production. Et donc aussi, c'était aussi un des drivers, c'était de fiabiliser le système d'information. Très clair. Merci beaucoup. Bon, on a bien posé le contexte. Donc maintenant, on va parler d'une stratégie cloud first. Donc, quels sont on va dire les piliers qu'il faut connaître pour réussir ce type de migration? Alors ça, effectivement, c'est la stratégie donc qu'a adopté Engie en 2015. Donc ça fait longtemps maintenant, Mm. ça fait 9 ans. Donc le Ouais. groupe s'est lancé. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est Cloud First. C'était de se dire, on va tout nouveau besoin, toute nouvelle demande IT dans le groupe doit par défaut être dans le cloud. Et il faudra justifier si l'implémentation, ou en tout cas la mise en place d'une nouvelle application, devra faire une dérogation du cloud pour aller en data center. Donc ça a été vraiment le cloud first. Donc c'était l'adage de 2015 qui a été lancé. Et dessus, pour relancer ça, le groupe a accompagné les entités autour de 4 piliers. Et ces piliers sont fondamentaux. Et ça, il faut effectivement bien le comprendre, parce que c'est ça qui a été pour moi le vrai succès de la stratégie Cloud First. Le premier, c'est créer un centre d'excellence cloud au niveau du groupe. C'est-à-dire d'avoir vraiment une entité qui soit le référent au niveau du cloud. Donc c'est eux qui vont gérer notamment, et qui ont géré et qui gèrent toujours aujourd'hui le contrat. Qui gèrent le contrat avec les cloud providers. C'est eux qui gèrent le contrat avec tout ce qui va être côté licence, donc éditeur. Et donc, ils ont une vision complètement transverse, et ils ont, eux, les vrais leviers pour justement accompagner et aider les entités.
c'est une sorte de SN cloud interne, c'est ça? Donc les filiales vont l'avoir, cette filiale-là et ce centre d'expertise-là pour les épauler, C'est c'est ça? ça. Mais il n'y a pas l'expertise est locale. C'est-à-dire que D'accord, les experts cloud sont bien dans les entités. Par contre, c'est eux qui donnent les guidance. Donc, les d'accord. guidelines. C'est eux qui ont vraiment défini la stratégie. Et, par exemple, je vais vous donner, alors ça va être sur le deuxième pilier, le cloud security. En fait, pour chaque service cloud, Hmm. quel qu'il soit, que ce soit Google, Amazon, enfin, n'importe quel provider, chaque service, on a fait une fiche security où dedans on mettait effectivement les critères d'adoption du service, c'est-à-dire dans quel contexte business ou dans quel contexte on est en capacité d'utiliser ce service et s'il est autorisé ou non chez Engie. Parce qu'au D'accord. début, on a eu énormément de services qui ont été blacklistés dès le départ en disant ce service n'est pas RGPD compliant ou en tout cas on a des problèmes de sécurité, donc on n'ira pas. Donc ça c'est le deuxième levier, c'est la partie sécurité. Donc dans cette équipe, on a les gardiens du temple en termes de cybersécurité. Le troisième, l'adoption. Comment ça s'est passé? Le groupe a formé euh, toutes les personnes qui le souhaitaient. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, c'est des formations gratuites, fournies par le groupe. Et donc, le groupe forme en permanence, depuis 2015, toutes les personnes qui souhaitent aller dans le cloud. Et aujourd'hui, on a mis d'ailleurs en prérequis que tout administrateur cloud doit être certifié sur le cloud qu'il va utiliser. Et donc, ça fait partie de la partie Adoption Support. Et le quatrième, la communauté. Donc là, effectivement, très fort. Donc, une communauté cloud qui a été créée en 2015 et qui continue aujourd'hui avec des webinaires qui sont faits tous les mois et où on a une présentation des nouveaux services et ensuite chaque entité a la possibilité de venir présenter ses projets et montrer ce qu'il est en train de faire, son innovation et derrière pouvoir poser ses questions. Voilà. Donc ça, hyper importante. C'est le socle, hein, c'est le socle cloud qui a été monté chez Engie pour pouvoir donner la possibilité aux entités de partir dans le cloud. Et merci beaucoup, Guillaume. Donc voilà, si on résume un modèle fédéré, il y a une Ouais, sorte j'allais dire, d'État central, entre guillemets, instance centrale qui régit la constitution, c'est-à-dire quel provider on a, quelles sont les règles de cybersécurité, on va dire les grands principes, les grandes politiques. Mais il y a quand même cette proximité avec les métiers. C'est pas, ils sont pas dans leur tour d'ivoire, entre guillemets. Il y a des gens qui sont plus proches du métier, des business units, mais c'est qui ça. doivent tout le temps être en collaboration avec le groupe et au plus proche quand même de leurs utilisateurs. C'est ce que je retiens moi en termes d'organisation et surtout cet aspect aussi acculturation au cloud, webinar, Mmh. formation sur lequel Angie a vraiment mis le paquet, si je peux me permettre Ah, c'est ça. l'expression. Ouais, non, et c'est effectivement, c'est très, très, très important. Très bien. Alors, la méthodologie. Alors, là, j'ai repris de la méthodologie qui vient d'AWS. Pour ceux qui la connaissent, hein, c'est la méthodologie des 7 R. Alors, pourquoi je vous la présente? Parce que moi, je ne travaille que avec cette méthodologie. En tout cas, les Move to Cloud aujourd'hui, pour moi, ça résume tout, les différents scénarios qu'on peut imaginer pour faire un Move to Cloud. Donc l'idée, déjà, en première approche, ça va être, en tout cas c'est les étapes que moi j'ai respectées, alors c'est mon expérience, hein, je vous la partage, mais c'était de faire un inventaire du système d'information en premier lieu. C'est-à-dire que d'arriver et de se dire, bon déjà on va faire une cartographie des applications et on va surtout axer cet inventaire ou cette cartographie avec un aspect budget. Alors pourquoi je vais revenir dessus, mais en tout cas un aspect TCO, l'idée c'était de se dire ou d'avoir le TCO de toutes mes applications sur entre 1 à 3 ans, après ça dépend des applications parce que je ne pouvais pas l'avoir partout, mais de se dire à 1 à 3 ans, combien va me coûter mon application? Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est grâce à ces fameux TCO qu'on arrive à financer un projet de Move to Cloud quasiment à ISO coût en termes de, voilà, de finances et de dépenses. Deuxième étape, hyper importante, il faut trouver des candidats. Parce que déjà, parce qu'on arrive dans des entreprises potentiellement où les gens, ou dans des entités où les gens ne veulent pas aller dans le cloud, ou quand on leur parle cloud, ils nous disent, ouh là là, non, non, mais moi, je n'irai Ouais, jamais. j'irai pas. Ouais, j'irai Ouais, pas. bien sûr. C'est pas possible. Donc là, l'idée, c'est de trouver ce que j'appelle des quick wins, hein, mais c'est de trouver des premières applications qui ont un vrai potentiel à aller dans le cloud. Alors on va dire les axes principaux, c'est des applications qui coûtent très cher en maintien, et qui ont en tout cas technologiquement une vraie facilité à aller dans le cloud. Comme ça, on a les deux possibilités. C'est-à-dire d'un côté, on va migrer dans le cloud facilement, sans trop de contraintes technologiques, mais derrière surtout, on va aller gagner en termes de coûts De la opérationnels. visibilité. Et voilà. Et on va avoir les premiers retours d'expérience, c'est-à-dire d'avoir une application qui a migré dans le cloud, ça fonctionne, ça marche, c'est moins cher, plus sécurisé, ça va plus vite. Donc voilà. Enfin, on va commencer ça va commencer à culturer les gens dans l'entreprise et ils vont commencer à adhérer au projet. Et ensuite, mais ça, c'est la partie, on va dire, agile, mais c'est être itératif. Surtout, il faut se lancer et il faut
faire petit pas par petit pas, très important. Ne pas, alors après, ça dépendra de votre budget. Hein. Si vous avez un budget, un puissant fond pour faire un move to cloud, moi, je l'espère, appelez-moi, hein, parce que je cherche encore les entreprises qui ont des gros budgets pour faire des transformations. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire petit à petit pour déjà ne pas faire, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas fait de Big Bang. Voilà, dans toutes mes expériences, le Big Bang n'a pas été fait parce que il y a cette partie où il faut accompagner et aider les équipes à monter, c'est-à-dire que des admins système, des architectes doivent aussi, grâce à la formation qu'on a eue via le groupe, doivent pouvoir monter à bord et pouvoir participer au projet. L'idée, moi, c'est vraiment voilà, de ne pas être en mode frontal. Il faut vraiment que l'adoption soit faite et que les gens voient l'intérêt à aller dans le cloud. Et donc, dedans, on va retrouver donc la méthodologie des 7 R. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est les 7 scénarios possibles d'évolution ou en tout cas de cycle de vie d'une application. Donc, on a le retain, retire. Bon, après, je vais pas toutes les détailler parce que sinon, ça va être un petit peu long. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où on veut faire un move to cloud, on prend ce schéma et on dit par où on passe. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait juste un lift and shift? On prend l'application, on la dépasse dans le cloud. Est-ce qu'on va changer, par exemple, le middleware? Je prends un exemple tout bête, mais Java, on était sur du Tomcat et on veut repasser sur un moteur Java type open source, type Wattfly. On va avoir aussi, on peut faire des changements de base de données. C'est-à-dire, on était sur un moteur de base de données qui coûtait très cher. Là, j'aimerais utiliser Cloud pour optimiser, passer sur un moteur qui coûte moins cher. Et donc là, on va être sur plutôt du replatforming et donc on va aller chercher des optimisations, des migrations de ce type-là. Ou sinon, on a aussi les cas de achat sur étagère. C'est vrai que j'en parle pas, mais la migration cloud n'est pas une migration en soi. C'est-à-dire que derrière, on peut très bien avoir aussi une application qui existe en SaaS et qu'on va prendre en remplacement d'une application existante. Je vais prendre par exemple Salesforce sur la partie CRM. Enfin après, bon, il y a plein d'applications en SaaS, mais c'est un exemple comme d'autres. Mais Salesforce, c'est le bon exemple de se dire, on avait un CRM en interne. Et ben là, dans le cadre de cette migration, en fait, on va pas le mettre dans le cloud, mais on va le mettre en SaaS. Guillaume, je reviens sur un élément. Tu as dit que tu as procédé petit à petit. Et c'est vrai que nous, en tant qu'observateurs externes, on échange parfois avec des DSI qui parlent du move to cloud, mais ça fait 2, 3 ans qu'on leur en parle, mais c'est pas passé grand-chose. Et il y a des DSI, là, quand tu as parlé d'audit aussi, ils ont peur parce qu'ils se disent, on va faire encore une cartographie de mes applications. Je vais aller voir mon patron ou ma patronne et lui dire, bah, il faut qu'on amène des consultants, ça va nous coûter cher, etc. Ça vous a pris combien de temps? Est-ce qu'il faut quand même une certaine vélocité, un certain entrain quand même? Est-ce qu'il faut aller quand même un petit peu vite pour réussir à faire ça? Ou est-ce que tu peux nous communiquer en termes de temps combien de temps ça a pris, par exemple, chez StoreNG, que tu as bien suivi? Chez StoreNG, typiquement, entre le moment où on a lancé le projet Move to Cloud et le moment où les gens toquaient à ma porte pour me dire je veux aller dans le cloud, j'en ai marre, je veux sortir du data center parce que ça marche pas et que j'ai des problèmes, ça a mis 2 ans. Ok, donc quand même assez rapidement. 2 ans dans le sens où dedans, et on a quand même embarqué une rénovation de l'ERP, une rénovation de tout l'IT qui était opérationnel sur les sites industriels, une rénovation des applications métiers. Donc 2 ans, alors c'est rapide, ça aurait pu aller plus vite, mais comme je le dis, il faut vraiment embarquer les équipes. Et moi, pour moi, c'est mettre. En fait, il y a 2 choses hyper importantes. Il faut que les équipes adhèrent, donc il faut vraiment les faire participer au projet, il faut les faire participer aux étapes de design. Il faut embarquer les métiers, en tout cas, qui comprennent bien l'intérêt d'y aller. Et le deuxième, il faut un sponsor. Et le sponsorship, c'est quand même vital. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui y croit. Donc moi, j'ai eu la chance chez StoreNG parce que j'avais effectivement l'aval et l'appui de la DSI. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'effectivement la migration s'est faite. D'accord. Pareil chez NG France Retail, c'est la même chose. On a un sponsorship très fort du groupe en tout cas parce que l'entité est plus grosse, mais du groupe pour aller dans le cloud. Mais pour moi c'est vital. Les deux choses sont très importantes. Sans sponsorship, en fait, le problème qui va se passer, c'est qu'il y a énormément de personnes réfractaires, et c'est la vie, hein, et donc on va avoir effectivement potentiellement une guerre politique interne qui sera nuisible, ou en tout cas qui va gêner ou entraver ça. Donc voilà, vrai sponsor, il faut trouver votre sponsor chez vous pour pouvoir lancer ce type de projet. En s'appuyant sur le contexte, soit business, soit IT, pour justifier ce type de transformation. Ouais, parce que donc juste pour finir sur la partie effectivement move chez StoreNG, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand je suis arrivé, on avait des incidents tous les jours, hein, tous les jours. Quand je suis parti, enfin en tout cas quand j'ai fini ma mission à le move to cloud, en fait les gens ne savaient plus ce que c'était qu'un incident. Mais c'est le problème aussi, hein, Ok, parce qu'on est passé dans un mode,
C'est ça, les gens s'habituent en fait très vite et on est arrivé dans un mode où il n'y avait plus d'incident de prod parce que ça, je vais l'expliquer un petit peu plus loin, mais le cloud apporte une résilience en termes d'application qui est du méconnu. En tout cas, quand on vient du monde du legacy data center, on ne connaît pas ça. C'est-à-dire que chez Storengy, le système d'information était autonome, il n'y avait pas d'opérateur, on était en no-ops, donc pas d'opérateur du tout. Et en fait, les applications, quand elles tombaient ou quand il y avait des incidents, redémarraient toutes seules et on ne voyait rien. Donc, on est passé d'un modèle d'incidentologie avec des équipes de run, des opérations, des crises et tout ça, à un modèle no-ops où en fait, c'est la résilience ou en tout cas l'architecture des applications qu'on a mis dans le cloud qui fait qu'on avait une vraie persistance et c'était voilà hyper intéressant. Merci pour ça. On a des questions, je les ai vues, notamment votre question, Sophie. On les prendra, et merci aussi, Eric, pour cette question. On va les prendre. On va finir de la petite présentation. Il reste quelques slides. Et après, on prendra l'aspect interaction dans quelques minutes. Alors, j'adore ce slide. Ok. Non, mais en fait, c'est le retour d'expérience. En fait, il est vraiment là parce que c'est là où on voit. Donc, j'en ai déjà parlé, mais c'est là où on va voir effectivement les différents, comment on peut lancer le move to cloud et quels sont les impacts financiers liés, en tout cas, à des choix qui ont été faits. Et donc, je vous en ai parlé. Donc, le quick win, je vous en ai parlé. Donc, c'est trouver une application pour se lancer. Et donc, celle-là, elle est vraiment primordiale parce que c'est ça qui va vous faire votre vitrine pour plus tard. Le lift and shift, c'est bien. Ça n'a aucun intérêt en termes de coût. Ça, je vous le dis tout de suite. Ça n'a aucun intérêt parce que ça va potentiellement coûter plus cher de faire un lift and shift dans le cloud que de le laisser en legacy. Ça, c'est clair, hein, parce que c'est pas fait pour ça. Le cloud, le cloud a un intérêt que si on utilise les services du cloud. Donc ça, je vais revenir un peu plus tard, mais il faut utiliser les services parce que si vous déformez ou en tout cas si vous voulez mettre dans le cloud une application qui n'est pas faite pour ça, bah, vous allez payer plus cher parce que c'est juste pas fait pour ça. Changement de runtime, ça c'est un vrai gain. Je vous en ai parlé. Donc là-dessus, on peut aussi donc c'est parler donc des moteurs d'exécution, mais c'est aussi tout ce qui va être base de données, aller sur des bases de données moins chères, optimiser, faire des réorganisations, baisser les volumétries. Donc ça en fait partie. Sur la partie changement d'architecture d'exécution, alors là, je vais en parler parce que c'est quand même hyper important, c'est passer en mode container. Donc c'est sûr que si vous pouvez, si votre application le permet, passer en mode container, parce que c'est un vrai gain en termes de coût. Et surtout passer en mode manager. Alors moi, je suis pas un ayatollah, mais en tout cas, j'adore ça. C'est-à-dire que moi, je pousse le modèle le plus loin possible. C'est-à-dire que je prends les services managés du cloud provider, donc que ce soit chez Azure, Amazon ou Google. Mais l'idée, c'est bien de laisser le cloud provider faire votre travail. En fait, moi, mon métier, hein, ce n'est pas d'opérer de l'IT. Moi, mon métier, c'est d'accompagner le business à faire des nouvelles choses. Opérer de l'IT en 24/7, c'était l'IT il y a 20 ans. Voilà. Aujourd'hui, non, mais on le paye. C'est-à-dire que quand on va dans le cloud, on paye le cloud provider pour ça. Donc, il faut vraiment l'utiliser pour ce qu'il est. Donc, c'est un opérateur IT. Ils fournissent des services qui sont en SLA 100%, SLA 99.9, donc des SLA que nous, on n'a jamais, enfin, qu'on a du mal à atteindre avant. Là, il faut les laisser faire. C'est leur métier. Et donc, moi, c'est pour ça que la stratégie Move to Cloud est hyper intéressante parce qu'on arrive à des SLA qu'on ne connaissait pas avant. Et enfin, alors, c'est l'apothéose, mais je mettrai un petit bémol. Ok, très bien. Le serverless, oui, c'est génial. Si vous pouvez, faites-le. Allez jusqu'au serverless parce que ça va coûter moins cher, sauf dans un cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le serverless, et Amazon a fait un retour arrière pour info, parce que c'est Amazon.com qui a communiqué dans la presse là-dessus. En fait, Amazon.com était passé en full serverless, notamment sur la partie middleware, donc les échanges entre les applications. Et ils sont revenus du serverless. Ils sont repassés en mode container sur des instances. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. En fait, le serverless, c'est très bien, mais on est sur des volumes, si on est sur des volumes assez petits d'événements. Okay. Mais le serverless, c'est à éviter si vous êtes sur, typiquement, des échanges applicatifs très forts. Et chez Amazon.com, on peut s'en douter. Et chez nous, c'est la même chose. On a énormément d'échanges entre applications. Pour information, on est à 50 000 appels par seconde entre applications. Et donc, c'est sûr que si on passe cette brique en serverless, ça explose les coûts. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a une segmentation sur les différents cas d'usage du cloud. C'est vrai, on dit move to cloud, mais en vérité, ce que tu dis, c'est qu'il y a différents move to cloud. Ça va dépendre de l'objectif derrière. Donc, à gauche, on a les objectifs. Ouais. Et selon l'objectif, il y a des gains plus ou moins importants. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est que le move to cloud pour le move to cloud, il va potentiellement coûter plus cher. Enfin, sur le lift and shift, sans réflexion derrière, il va potentiellement coûter plus cher. Et en fait, le move to cloud, c'est une opportunité de réinventer ton métier, en fait. C'est ça pour moi, c'est ça l'information importante. C'est qu'il te permet de te concentrer sur autre chose
que ce que tu faisais potentiellement il y a 10-15 ans. Et surtout, alors côté, c'est vrai que j'en parle, mais côté comment faire adhérer le business en fait et le métier à un move to cloud. Je vais prendre l'exemple de Storengy. L'approche qu'on a prise avec la DSI a été de se dire on va digitaliser le métier. En fait, le métier avait des problématiques de mobilité et avait un besoin de digitalisation, notamment sur la partie maintenance. Et le move to cloud nous a permis justement d'ouvrir le système d'information à la digitalisation et donc aux applications mobiles. Et donc, on a fourni, dans le cadre du Move to Cloud, typiquement une tablette où les techniciens de maintenance ont une tablette et sont en capacité de pouvoir faire leur ronde de maintenance et de pouvoir le gérer directement dans le système d'information en live, alors qu'avant, ils devaient faire une double saisie. Donc, c'est comme ça qu'on fait adhérer le métier aussi. C'est des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant parce qu'il y avait des contraintes de cybersécurité, parce qu'il y avait des contraintes de données sensibles ou ainsi de suite, ou en tout cas de non-accès à la donnée, parce que c'est ça aussi le problème dans un data center, c'est comment ouvrir le data center à l'extérieur. Donc le cloud apporte cette option, en tout cas cette opportunité de pouvoir ouvrir le SI. Alors je dis pas l'ouvrir à 100%, ou en tout cas en respectant les règles de cybersécurité, bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile. Ok, merci pour ça. Je pense une ou deux slides, je regarde. Hop, hop. Ouais, après, j'en ai... Enfin, On a déjà pas mal parlé. Alors, au niveau du modèle opérationnel aujourd'hui, donc c'est notamment là-dessus qu'on a travaillé ensemble, Ismaël. Donc, mon organisation aujourd'hui au niveau de l'équipe cloud chez Engie, donc on est en termes d'organisation, on est en agile at scale, donc on est donc en agile à l'échelle. On a les métiers avec nous, donc on a 3 trains aujourd'hui, 3 trains agiles qui sont lancés. Donc ça a été effectivement très important parce qu'on a orienté les squads, elles sont orientées produits, comme tu le disais au début, elles sont plus orientées technologie. Donc là, on est vraiment en lien avec le métier et donc on travaille au niveau du produit. Au niveau du modèle opérationnel, moi j'ai fait le choix d'avoir des squads qui soient multidisciplinaires et autonomes sur des périmètres un petit peu particuliers. Donc j'ai typiquement une squad qui va faire que de la partie digitale, une squad sur la data, une squad sur la cybersécurité, une squad sur le FinOps. Comme tu l'as dit au début. Alors effectivement, la partie financière au début, on n'y pense peut-être pas beaucoup. Moi, c'est un vrai engagement que j'ai en termes de dépenses. Et effectivement, pour moi, le FinOps, c'est crucial. C'est-à-dire, dès qu'on lance un Move to Cloud, une des premières étapes, en tout cas, c'est mesurer, suivre la consommation et surtout ne pas se laisser déborder parce qu'effectivement, c'est tellement facile de démarrer des nouvelles ressources, c'est tellement facile de démarrer des nouveaux projets qu'il faut faire attention à la facture à la fin du mois ou à la fin de l'année. D'accord? Donc voilà, une squad FinOps dédiée. Et derrière, effectivement, on est intégré, nous, dans les projets donc on a toujours du cycle en V, mais on a aujourd'hui, nous, on est intégré dans 2 typologies, en tout cas, de gestion de projet, des trains agiles ou du cycle en V. Ça, c'est l'organisation. Au niveau des opérations, on est dans un modèle NoOps, j'en ai parlé, donc c'est hyper important. Alors NoOps, là, je mettrai un bémol chez Storengy, on est en NoOps. Là, côté France Retail, on n'est quand même pas en NoOps, on a quand même des personnes pour opérer, mais on a tout terraformé. On est en infra as code, on utilise GitLab CI, on a intégré un outil de DevSecOps, donc qui nous permet de détecter les failles de sécurité directement après la sortie des environnements de développement pour valider que ce qu'on a fait est bien compliant avec les règles de sécurité et qu'on n'a pas fait de failles, ou en tout cas qu'il n'y a pas de faille déclarée. Et au niveau de la disponibilité, comme je vous l'ai dit, on est sur des SLA du jamais vu, je vais vous le montrer après. Et surtout, on a une résilience du SI qui est top. On utilise des services type autoscaling, on est sur du multi-région, on fait du Fargate. Fargate, c'est de l'outsourcing directement d'instances, c'est-à-dire qu'on ne gère même plus les instances, on laisse le cloud provider le faire à notre place. Donc voilà, l'idée, c'est utiliser le cloud provider pour ce qu'il est. C'est lui qui opère, c'est plus vous. Au niveau du cycle de vie, FinOps, j'en ai parlé. Donc, nous, aujourd'hui, on a intégré le FinOps dans les sprints. Donc, c'est-à-dire dans tous les sprints, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a des points qui sont réservés pour le FinOps à chaque fois. Parce qu'il faut effectivement arriver à maintenir et contenir cette dépense. En tout cas, s'assurer que ça ne dérive pas. Obsolescence, on a automatisé la gestion de l'obsolescence. Donc, dès qu'il y a besoin de patcher, dès qu'on a des failles de sécurité élevées déclarées, on patch. Et on patch à chaud. C'est-à-dire qu'on patch tout le temps. C'est ce qu'utilise Amazon, mais en gros, nous, on a en capacité aujourd'hui de pouvoir patcher en journée toutes nos applications pour pouvoir remédier ou mettre à jour. Ensuite, suivi des versions, pareil, ça suit le patch, mais l'idée, c'est bien effectivement d'être en capacité de faire des mises à jour de bases de données, de middleware, de tout ce qu'on veut, mais en tout cas, voilà, il faut vraiment suivre ça de près. Et ce qui est génial avec le cloud provider, c'est que c'est lui qui le fait pour nous. Okay. C'est lui qui nous fournit des dashboards en nous disant, la version de votre moteur de base de données, par exemple, il y a une nouvelle version, il va falloir penser à la mettre à jour. Et donc ça, typiquement, on n'a plus besoin de le faire. Alors, je sais que beaucoup de gens utilisent des CMDB pour ça. Ouais, le rêve. C'est ça, en fait. De la CMDB. Pour info, nous, on n'en a pas. Ok. Voilà, la CMDB, c'est le cloud. D'accord.
Donc ça change, ça nous fait gagner des sous parce que les outils de CMDB, c'est assez cher, on les connaît tous, hein. ServiceNow, c'est notamment, voilà, c'est des outils qui ne sont pas gratuits. Et donc nous, effectivement, on ne l'a pas. Et la CMDB, c'est le cloud. D'accord. C'est clair. On va Ouais, vite fait les finir, voilà, résultats, les mais ça va résultats, être ouais. très vite. C'est juste pour vous montrer effectivement ce qu'on a atteint. Donc aujourd'hui, la disponibilité de notre système d'information, c'est 99-92%. On a un engagement business, nous, pour information, de 99,5. On est largement au-dessus. Mais nous, côté NJ, on s'est engagé avec le métier. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a vraiment embarqué le métier avec nous. C'est qu'on est engagé, nous, aujourd'hui, à délivrer un service à 99,5% de disponibilité. Et puis après, voilà, quelques chiffres. On fait 1142 mises en prod par an. C'est juste pour vous donner des volumes, hein. Voilà, on est sur plusieurs cloud providers, on a plusieurs portails et voilà. Donc ça, c'était les résultats, mais je vous passe. On passe vite parce qu'on veut Ouais, répondre aussi c'est ça. comment dirais-je, aux questions. Qu'est-ce qui nous reste? Parce qu'effectivement, un move to cloud, c'est ça aussi qui est génial, Ouais. c'est que ça ne s'arrête jamais. Si la technologie évolue, là, effectivement, on a parlé d'IA, mais la prochaine étape, c'est d'aller et d'utiliser les services du cloud provider pour l'IA. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, le FinOps, je vous en ai parlé, mais je suis désolé de réinsister, mais c'est très important. FinOps, FinOps, FinOps. Dès que vous avez des nouveaux services qui sont sortis, il faut y aller. Quand le cloud provider fournit de nouvelles instances, par exemple, ou des nouvelles choses qui sont moins chères, il faut y aller, il faut le faire. Serverless, pareil, je vous en ai parlé. Donc, aujourd'hui, nous, on est lancé dans un projet de migration vers Fargate, donc vers l'outsourcing de nos instances. On ne les gérera plus, c'est le cloud provider qui va les gérer pour nous. Utilisez votre contrat. Aujourd'hui, c'est un exemple, mais chez MJ, dans notre contrat avec AWS, on a 2 millions d'exécutions de lambda, donc de fonctions, gratuites par mois, par compte. Et j'ai 28 comptes. Ok. Ça, Donc, c'est des optimisations utilisées, mais ça veut dire que je peux potentiellement avoir des applications qui exécutent des lambda qui ne me coûtent rien. C'est possible. Donc, c'est des choses à voir. C'est pareil, c'est des opportunités à prendre en et fonction des d'où contrats que vous avez. l'importance de cette équipe aussi qui va mettre le nez dans le contrat, qui va négocier, etc. Cette partie vendor management, c'est un sujet, je pense, crucial Ah aussi. bah, c'est un très gros Ouais. sujet. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais C'est vrai que tu passes beaucoup de temps la à... Ouais, négociation des contrats est aussi très importante en début. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez mal négocié votre contrat avec votre cloud provider, vous avez un risque, et j'ai à force d'échanger avec d'autres DSI, mais vous avez un risque que ça vous coûte plus cher d'aller dans le cloud. Donc, ouais. il faut vraiment bien négocier et bien poser les briques de base parce que c'est comme ce contrat sur lequel va se poser tout votre système d'information. Il faut pas le rater. Ouais, on a des experts nous, chez AdVisor. On a pas mal de consultations sur ce sujet-là parce que les gens ont pas forcément l'habitude de négocier des contrats. Si c'est le premier ou le deuxième que vous faites dans votre carrière, bah, il y en a qui en ont déjà négocié une dizaine. Donc voilà, c'est intéressant d'échanger avec eux pour voir qu'est-ce qu'il faut regarder de près. Et il faut aussi potentiellement, alors nous, on a été un petit peu plus sioux, mais ça se fait. On a fait de la co-innovation et du D'accord. co-développement. C'est-à-dire que pour avoir en tout cas pour avoir un contrat intéressant, on fait aussi de la co-innovation. On le fait toujours, hein. C'est-à-dire que quand on a besoin d'un nouveau service, on va voir notre cloud provider et on développe avec lui des services. Ok. Et donc, bah, c'est donnant-donnant. Et nous, derrière, on paye un peu moins cher le run, mais de l'autre côté, eux, ils développent des services qu'ils vont pouvoir déployer pour d'autres clients. Hyper intéressant. Finir, donc la partie landing zone, qu'est-ce que c'est? Donc c'est aujourd'hui donc nous on a fait un move to cloud quand on a démarré côté France Retail en 2017 et aujourd'hui on fait un move de cloud à cloud. Ok. Donc nous on passe à l'étape d'après. D'accord. Donc on est en train de migrer toutes nos applications des anciens comptes qu'on avait dans le cloud provider vers des nouveaux comptes qui sont plus sécurisés, security by design, qui sont complètement automatisés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'action manuelle dessus. Et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on gère on a automatisé les mises à jour, et on gère sur toute la partie cybersécurité by design. Ça c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Voilà. Donc ça c'est ce qui est lancé, c'est les prochaines étapes. Avec à droite, effectivement, vous voyez donc les initiatives qu'on a lancées. Et donc, on est sur de l'IA aujourd'hui. Ok. Et c'est effectivement ce que je voulais, c'est là où on veut arriver. C'est pourquoi pas de cloud, pas d'IA, parce qu'aujourd'hui, en ayant toutes nos applications dans le cloud, bah, l'utilisation de l'IA, elle est native. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lance des POC, hein, donc aujourd'hui, on utilise des services IA, notamment chez AWS et chez Azure. Mais le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà nos données. Mhm. Nos données sont déjà là. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise des services, on fait du pay-per-use, comme j'ai expliqué, on paye à la minute, on paye à l'heure, mais par contre, derrière, on utilise nos vraies données. Et on n'a pas besoin d'avoir cette migration, en tout cas de faire un système hybride où on va avoir nos données dans le legacy ou dans des anciens data centers et derrière d'aller utiliser des services dans le cloud. Parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je ne comprends, enfin,
pas que je comprendrais pas, mais ce serait quand même assez étonnant d'avoir des entreprises qui investissent dans des fermes de machine learning, enfin en tout cas pour faire tourner des modèles LLM en GenAI. Et ben, on a bouclé la boucle. On avait commencé sur No Cloud, No AI et on finit sur l'IA permise par le cloud. Merci beaucoup, Guillaume. Il est 11h44, on essaie de finir à midi et on prend les questions. C'est parti. Très bien. On va le faire d'un point de vue chronologique, même si peut-être qu'il y a des questions auxquelles tu as répondu. Donc, on a la question de Sophie, je la lis pour ceux qui ne la voient pas. Pour faire adhérer les métiers et le management, il est souvent question du ROI. Aujourd'hui, avez-vous réussi à faire des économies ou faut-il se baser sur la qualité, facilité liée au cloud? Enfin, c'est exactement ce que j'ai Ouais, expliqué. C'est-à-dire que l'approche, c'est une approche TCO moi, que j'avais faite au ouais. début. Et effectivement, il faut se poser la question. C'est que il faut se dire, enfin, si on va dans le cloud, il faut qu'on ait un retour sur investissement. Et pour moi, le retour sur investissement, il est sur les opérations. Et ce qui est très difficile dans le ROI, c'est aujourd'hui de chiffrer dans votre système d'information actuel combien ça vous coûte. Combien ça vous coûte votre data center? Combien ça vous coûte vos équipes Mais tout, d'opération? Tout, voilà. mais tout. Pas que le serveur, ouais. L'énergie, tout. En fait, c'est ça qui est très difficile, c'est de se dire, arrivez à chiffrer aujourd'hui combien vous coûte votre application. Tout compris. Et si vous arrivez à l'avoir, effectivement, derrière, le cloud va forcément vous apporter un retour sur investissement. Moi, pour vous donner l'exemple chez Storengy, on a fait à peu près une baisse de, je pense, entre 30 et 40% du budget opérationnel IT annuel en ayant fait le move to cloud, donc en 2 ans. C'est une belle pro, ouais, C'est des vrais chiffres. Enfin, c'est un vrai retour d'expérience que je peux vous donner, effectivement, mais il faut bien le travailler. Et comme je vous l'ai dit, prenez les bons scénarios de Move to Cloud. Surtout, ne faites pas que du lift and shift. Si vous faites ça, ça ne marchera pas. Ça, par contre, c'est clair. Mais c'est une étape. Ça peut être une étape de se dire, je fais mon lift and shift et dans pour le 6 fameux mois, quick win que c'est tu. ça. Et dans 6 mois, je vais pouvoir migrer, changer mon application, la faire évoluer pour aller chercher des services. Très clair. Arrêtez le partage. Très bien, c'est mieux comme ça. Fabrice qui nous demande tous ces changements de runtime, d'archi et serverless ont un coût de modernisation. Le ROI est-il vraiment là? Ah, Et au bout de combien de temps? J'attendais cette question parce que justement, elle est. Non, non, mais c'est très important et c'est ce que je vous ai dit. Donc, je vais vous donner un exemple. Comme ça va être plus parlant. Le Quick Win que j'ai utilisé chez Storengy, c'était une application qui coûtait 100 000 euros par an de run. D'accord? MCO 100 000 euros. Donc, c'était mon Quick Win. Je l'ai déplacé dans le cloud et on est passé à 2 000 euros par an. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé les 98 000 euros pour financer mon move to cloud et ainsi de suite. En fait, l'idée, c'est de trouver des applications où vous allez vraiment avoir un gain hyper important, très rapide, pour aller réutiliser ce budget pour moderniser. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors après, si vous avez de la chance et vous avez du budget CAPEX, c'est génial. Moi, en tout cas, dans les différentes missions que j'ai eues, on avait des budgets plutôt limités, même voire très, très limités. Et c'est comme ça que ça marche. En fait, c'est pour ça que je vous dis que l'adoption, tu disais tout à l'heure que 2 ans, c'est rapide. Je trouve quand même pour. Mais voilà, Ouais. voilà, moi j'ai trouvé ça un peu long. Ouais. Enfin un peu long. Non, mais avec du budget, on aurait pu aller plus vite. Comme ça, je me suis dit, en Ouais. 2 ans, tu fais 100%, tu finis limite 100% cloud. Il y en a qui, ça fait 7-8 ans, ils n'y arrivent pas encore, quoi. Ouais. Et c'est pour ça. Il faut des quick wins, vraiment, et avoir l'adhésion et surtout l'adhésion de tout le monde pour pouvoir y aller. Mais ça marche bien. En tout cas, moi, c'est un vrai retour que je peux vous faire. Très clair. Pareil, au niveau de l'organisation du SRE chez Ouais, vous, on on l'avait. l'a répondu. Ouais. Quid de la réversibilité, fortement liée à l'augmentation importante des coûts des cloud providers actuellement? Génial. Alors, effectivement, alors la réversibilité dans quel sens? En sortie de cloud provider ou pour sortir du legacy? Parce que ça, c'est peut-être dans Je quel pense sens? que les gens, Sophie va nous Ouais, répondre. Sophie Van Pour Orgen. sortir du, voilà, c'était Pour ça. sortir du cloud provider. Très bien. Donc, effectivement, au reInvent à Las Vegas, justement, il y a c'est drôle d'ailleurs, parce qu'il y a un architecte qui est venu présenter le locking. Donc, le fameux cloud locking. Donc, ce qu'on se dit, effectivement, parce que je vous parle d'utiliser des services du cloud, effectivement, et la question légitime de se dire, mais si j'utilise que des services du cloud, je suis complètement bloqué, verrouillé chez Cloud Provider. Comment je sors? Et en fait, ce que disait l'architecte, et moi j'ai trouvé ça très pertinent, parce que c'est quand même quelqu'un qui travaille pour Amazon. En fait, il dit le locking, il n'est pas au niveau des services qu'on utilise. Le locking, il est au niveau de la documentation. En fait, c'est est-ce que vous avez la connaissance, est-ce que vous savez comment fonctionne et comment est développée votre application? Si oui, en fait, vous sortez. Il est là, la question est là, en fait. C'est de se dire, effectivement, quelle est votre connaissance de l'application. Si vous maîtrisez votre application et que vous utilisez des services du cloud provider, vous pouvez tout à fait sortir rapidement d'un cloud provider pour en utiliser un autre ou revenir en legacy.
mais parce que vous avez la connaissance de l'appli. Et c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que le risque qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir des applications pour lesquelles on n'a plus de documentation. Ouais, non, mais je comprends parce que en même temps, comme tu as dit ça, c'est le cloud provider, limite, je m'en occupe plus, je m'en occupe plus, je m'en occupe plus. C'est jusqu'à quel stade je m'en occupe plus en résumé. C'est garder le contrôle Bah, il faut toujours. connaître voilà, il Ouais, faut faut connaître son connaître son outil. application, il faut connaître l'architecture applicative, savoir qu'est-ce qu'on utilise comme brique, comme service, et ensuite derrière, on peut revenir en arrière. En fait, plus on maîtrise son application en interne, et c'est là où par contre le rôle des architectes pour moi est primordial, et il faut que les architectes cloud, ou en tout cas ceux qui opèrent le move to Mm. cloud, soient chez vous en interne. Surtout, n'utilisez pas des architectes qui ne soient pas chez vous. C'est eux qui ont la connaissance du système d'information, effectivement, et c'est eux qui vont vous permettre plus tard de pouvoir bouger. Donc, soit faire du cloud vers du legacy. Il y a des scénarios en ce moment. Il y a des entreprises qui font des sorties de cloud pour revenir vers du legacy. Mais ça, effectivement, de toute façon, on le vivra toujours. Mais c'est la connaissance de votre système d'information qui fera que le coût sera moins important. Écoute, très bien, merci beaucoup Guillaume. Je pense qu'on a plus de questions. Moi, je vais finir par une dernière question parce que je le vois beaucoup chez nos clients, cette thématique. Je la vois beaucoup chez nos clients, cette thématique, celle de la souveraineté. Moi, j'échange avec pas mal d'organisations et puis même des organisations privées qui sont pas sur des activités stratégiques, mais qui nous disent, voilà, moi, souveraineté, je vais pas dans le cloud. On a vu que AWS et EDF ont signé un partenariat. On a vu les commentaires parfois acerbes, Ouais. effectivement, d'analystes en ce moment sur LinkedIn. Toi, quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que c'était une question que tu as rencontrée chez ta direction et comment vous avez réussi à naviguer à travers cette thématique de la souveraineté? Très bonne question. J'avais participé justement à une table ronde sur la souveraineté avec les gens du SIGREF. C'était assez intéressant. En fait, il faut pas prendre le cloud pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que si vous partez dans le cloud public, c'est du cloud public. Donc, c'est sûr que la souveraineté, ça va être un petit peu compliqué de vous dire, si vous partez typiquement chez Azure ou chez Google et que vous mettez vos données, oui, on va avoir un problème de souveraineté. Par contre, aujourd'hui, pour vous rassurer, il y a des vraies solutions pour la souveraineté, mais ça va dépendre de la criticité des données que vous allez mettre dans le cloud. Je vais vous donner un exemple sur de la donnée. Aujourd'hui, j'ai rencontré d'ailleurs c'est Cocorico parce que c'est une start-up française qui s'appelle Astran et qui fait notamment qui propose du stockage sécurisé dans le cloud pour justement vous permettre de s'affranchir de cette partie souveraineté. C'est-à-dire que Astran vous propose une solution qui vous permet de stocker de la donnée qui n'est pas lisible du cloud provider. Donc, ça existe. Donc, on est sur cette partie-là. Donc, si c'est une problématique de confidentialité de données, il y a des solutions aujourd'hui en dehors des cloud providers, donc fournies par d'autres entreprises qui vous permettent de répondre à cette question. Si après, vous avez une problématique de localisation, celle-là, aujourd'hui, on l'adresse quand même plus facilement parce que si vous dites aujourd'hui mes données doivent être hébergées en France, vous avez la principaux cloud providers qui ont des data centers en France. Mais ça va peut-être pas répondre sur la partie Cloud Act où tout le monde a peur. Et donc, effectivement, derrière, il faut aussi savoir, et ça, c'est aussi le rôle des évangélistes du cloud, de bien connaître les services qui sont fournis par les cloud providers. Mais si je prends un exemple, vous avez AWS qui a un service qui s'appelle Outpost, ce qui vous donne la possibilité de mettre des serveurs physiques Amazon chez vous, dans votre data center. Donc, demain, on me dit, j'ai un problème de souveraineté, je ne veux pas que mes données aillent dans le cloud. Ben, vous avez un service aujourd'hui fourni par AWS qui vous permet de mettre vos racks dans vos data centers, dans vos usines, avec les services AWS non connectés à Internet qui vous permettent d'opérer votre IT. Ça existe, c'est possible. En fait, ce que je pense, c'est, on parle de souveraineté, je pense surtout que les gens méconnaissent l'exhaustivité du catalogue qui est fourni par les cloud providers. Pour moi, il y a toujours une solution. Alors après, effectivement, le cas d'EDF sur de la donnée hyper sensible, type sur on va dire les systèmes de centrales nucléaires qu'on a chez Engie, hein, effectivement, ne sont pas dans le cloud. Je rassure tout le monde dans l'audience. Hein, le SI du nucléaire chez Engie n'est pas dans le cloud. Et il reste en data center parce que c'est des données très sensibles. Mais en tout cas, regardez les catalogues de services. Il y a beaucoup de choses qui existent et il faut pas s'arrêter sur des idées préconçues. Surtout, soyez curieux et suivez surtout l'actualité parce que là, pour info, Amazon avait lancé une actualité pour faire un cloud souverain européen. Hein. Ça a été fait, ça arrivera dans 1 ou 2 ans, mais ils vont fournir une plaque Europe justement qui sera complémentaire RGPD dans très peu de temps. Non, mais c'est intéressant, j'aime beaucoup, merci beaucoup Guillaume, c'est que tu décomposes le sujet de la souveraineté, c'est-à-dire qu'est-ce qui gêne, est-ce que c'est la donnée, est-ce que c'est la localisation des données, bref, Ouais. il y a la souveraineté dans l'absolu, quelque part, ça veut rien dire, c'est après les cas d'usage autour de la souveraineté, et est-ce qu'il y a des solutions technologiques, et ce que tu nous expliques, c'est qu'en creusant, on peut trouver des solutions. Et vos Ça ne doit contraintes, pas être, ouais. voilà. Et les contraintes, que ce soit contraintes réglementaires
et contraintes éditeurs. Alors pourquoi? Parce que donc réglementaire, parce que vous pouvez avoir des contraintes de l'État qui fait que vous pouvez pas mettre vos données dans le cloud, mais aussi réglementaire de l'éditeur, pardon, parce que vous avez potentiellement signé un contrat qui stipule typiquement dans le contrat, moi j'ai eu le cas, hein, que les licences doivent être utilisées en France. Ma solution, ça a été de mettre les serveurs en France, dans la zone région Paris, en disant voilà, je vais exécuter mes serveurs, donc j'ai le droit. Contractuellement, j'ai le droit. Ouais, donc il faut quand même de l'expertise. Pour le move to cloud, il faut quand même de l'expertise, des gens qui s'y connaissent dans les contrats, etc. C'est ça. Ouais, il y a un investissement à prendre en compte. On va essayer de répondre à la question d'Eric. Ouais, c'est la deuxième fois. C'est la Pardon, ouais, deuxième fois, Eric, on vous a pas oublié. Voilà. Très intéressante la question du IaaS, effectivement, le pourcentage. Après le move to cloud, si je prends des exemples sur la Storage, on est passé à 100%. C'est-à-dire que Storage, on a, au fur et à mesure des mois et des années, on a réussi à transformer les applications. On a fait du IaaS au début, c'est sûr, mais comme je vous disais, on a fait petit pas par petit pas et on a à la fin fait du PaaS. Principalement, hein, aujourd'hui, on était environ sur 50-60% de PaaS et un peu de SaaS. Mais en tout cas, l'idée, hein, c'est bien de transformer et de le faire. Comme je vous l'ai dit, le relocate, rehost, c'est du lift and shift. Attention à ça, c'est pas là où vous aurez les gains. Après, je sais qu'il y a des applications qui ne permettent pas d'utiliser des services cloud, hein, il y en a quand même beaucoup. Mais en tout cas, essayez de transformer parce que c'est vraiment là où vous allez pouvoir avoir ça. Côté DSI France Retail, j'ai un petit peu plus de rehost parce que j'ai des applications qui sont faites maison et des applications pareilles où j'ai des difficultés technologiques à migrer avec des services cloud. Je dirais qu'on est à peu près sur une 20%, il doit me rester 20% à peu près de IaaS. Très bien. On va vraiment prendre la dernière question, Paul. On termine par vous et après on conclura. Alors, hello Guillaume, quel rôle et organisation pour l'équipe expertise CCE? Les experts sont chez les BI ou centralisés? Quelle gouvernance? Voilà, exactement. Donc, c'est ce que je disais. Donc, le CCOE sont des évangélistes du cloud. Donc, c'est des experts, mais ce n'est pas eux qui vont implémenter ou qui vont accompagner les métiers dans les entités pour le faire. Les experts sont là pour nous guider. Je vais vous donner un exemple. Au niveau du CCOE, on a des gens qui sont justement sur la partie cybersécurité, qui vont regarder les nouveaux services qui sont fournis par les cloud providers et qui vont s'assurer et voir si oui ou non, chez NJ, on a le droit de les utiliser. D'accord? Donc, c'est leur rôle, c'est ça. C'est vraiment animer cette communauté et pouvoir aider, accompagner les entités pour le voir. Deuxième rôle, un rôle de gardien. Et ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est très important. Aujourd'hui, si moi je démarre un serveur sur un cloud provider qui ne respecte pas les règles de sécurité, il m'appelle. D'accord. Dans la minute. C'est-à-dire que eux, en fait, ils gèrent et c'est eux qui monitorent, qui cockpit. En fait, ils ont un cockpit de toutes les assets du groupe. Exactement. Exactement, c'est le but. En fait, c'est comme ça qu'ils ont réussi à remonter notamment l'inventaire, parce que comme tu disais, des vendeurs des licences. Donc toute la partie vendor management, comment c'est arrivé en fait, grâce à ça, ils ont vu qu'est-ce qui était utilisé dans les différentes entités. Ils ont pu remonter notre utilisation, par exemple, d'Oracle, notre utilisation d'SQL Server, de MySQL, les utilisations, les versions de Windows, les versions des Linux et ainsi de suite. Et donc, ils ont cette visibilité-là. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est le gardien du temple. Et c'est pour ça que c'est très important et c'est pour ça que j'ai bien insisté sur ce rôle du CCOE. Après, il peut être petit. Chez Engie, il est assez gros parce qu'on a une maturité cloud aujourd'hui qui est très, très importante. Mais au début, c'était une ou deux personnes. Il faut bien voir ça. Donc, c'est pas forcément une grosse équipe. Par contre, c'est les garants, c'est les gardiens. Et c'est eux, effectivement, qui vont avoir vraiment les règles, les bonnes règles, en tout cas les règles d'implémentation au niveau du système d'information. Merci beaucoup, Guillaume. Franchement, c'était très bien pour aujourd'hui. Merci beaucoup aussi aux personnes qui m'ont posé des questions, qui ont participé, parce que voilà, sans vous, on n'aurait pas organisé ce webinaire. Si vous souhaitez aller plus loin, c'est possible. Nous, on a pour habitude de prendre contact avec nos participants pour apprendre à les connaître. Et puis aussi pour agrandir la communauté. Donc, Guillaume, comme l'a dit, a échangé avec nos intervenants, nos experts, avec des pairs aussi, notamment de Doctolib. Si vous voulez aller plus loin, Guillaume, il fait partie aussi de la communauté Hub Advisor et pourquoi pas, dans le futur, organiser des séances avec Guillaume ou avec d'autres intervenants de notre réseau. Encore une fois, on vous remercie et puis on vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Guillaume. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.